Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. Alors c'est la révélation littéraire de la rentrée, une des révélations, mais en tout cas la révélation lyonnaise. Quand Le Diable est sorti de la salle de bain, a été salué globalement par toute la critique. On trouve des critiques dithyrambiques dans Le Monde, dans l'Express, même dans l'Hebdo en Suisse. Elle avait aussi été repérée par Lyon Capital, puisqu'elle était l'entretien grande gueule de notre numéro de rentrée. Sophie Divry, bonjour. Bonjour. Alors Sophie Divry, les Lyonnais vous connaissaient pour d'autres activités qu'écrivaine. Je suis allé chercher un peu dans nos archives. Et le dernier entretien qu'on avait fait ensemble, et qui était à la une de Lyon Capital, il remonte à 2008. Vous étiez tête de liste d'À gauche autrement. Audace, ouais. C'était une alliance décroissance, anticapitalisme, oui, pour les municipales. Pour les municipales, liste qui avait fait d'ailleurs 13,13% de mémoire dans le premier arrondissement. Ouais. Le militantisme, pour vous, c'est une page qui a été tournée ? Là, actuellement, oui. Même si je continue à avoir une activité associative, mais moins militante, moins idéologique, plus dans l'action. Voilà, pour l'aide auprès des Roms ou les réfugiés syriens, des choses comme ça, mais pas autant qu'avant, évidemment. Ouais. Alors, ce que vous dites dans Le Capital, c'est que ça a été pour vous un vrai changement de domaine, une vraie je ne sais pas si on peut parler d'une reconversion, mais en tout cas, vous avez vraiment changé d'activité en devenant écrivain. Sélectionné pour la deuxième fois consécutive pour le prix FNAC, sélectionné surtout pour le prix Médicis, parmi les 15 auteurs français de ce prix. Est-ce que cette reconnaissance compte quand on vient justement de se reconvertir ? Moi, ça fait tout de même 5 ans maintenant que j'écris et donc que je me suis mis surtout à fond tout de suite. Donc la reconnaissance, oui, c'est important, mais je l'ai eu quand même dès mon premier livre, La Côte 400, il a quand même été traduit en 5 langues. En France, on n'en a pas trop entendu parler, même si c'est quand même relativement bien vendu pour un premier roman, parce que aujourd'hui c'est un peu la guerre. Mais c'est important, on a toujours beaucoup de chance quand un des livres qu'on sort est reconnu par rapport à tous les livres qu'il y a. Donc moi, je m'estime comme très chanceuse, oui, parce que tous mes livres ont eu une réception, même à minima, critique, ou une traduction, un passage en poche, ou des reconnaissances en termes de presse, de résidence d'écriture. Tout ça, ça permet de se sentir mieux dans ses baskets quand on écrit, et de continuer avec plus de ferveur encore. Ouais. Parce que quand Le Diable est sorti de ma salle de bain, vous en êtes à 16 000 exemplaires tirés. Il est poussé par les libraires, globalement. Oui, c'est-à-dire que comme ça, c'est un des rares bouquins rigolos de la rentrée, même si ça parle d'un sujet grave, donc le chômage et la précarité, mais c'est sur un mode très délirant. Du coup, les libraires n'ont pas trop de mal à le vendre parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui font rire, en fait. Et puis parce qu'en fait, tout se passe en librairie, beaucoup plus que dans les médias, finalement. Dans ce livre, vous cherchez surtout à témoigner de la dèche, qui pour vous est assez peu présente en littérature. Oui, en fait j'avais lu il y a longtemps, dans La Dèche à Paris et à Londres de George Orwell, La fin de Knut Hamsun, et plus récemment Ripley Bogle de Robert McLean. Et c'est vrai que c'est une tradition de la littérature de la Dèche, faut dire ça comme ça, qui est relativement rare en littérature, notamment en littérature française. Parler des petits moyens, des gagnes petits, de tout ce qui est le système D, trouver un repas gratuit, arriver à se débrouiller sur les tentations, la difficulté de vivre avec très très peu dans une ville où il y a des tentations tout le temps. Mais ça, c'était un sujet qui est grave, qui est difficile. Et donc je n'arrivais pas à le traiter jusqu'au moment où en fait, j'avais tellement envie de m'amuser en écrivant que j'ai écrit... je me suis permis un peu tout et n'importe quoi littérairement. Du coup, ça a permis d'équilibrer le roman entre des choses très, très dures, très graves, très mélancoliques, difficiles, et des passages au contraire où ça part en vrille, où les personnages prennent le contrôle du récit, où les objets se mettent à parler. Voilà. Donc, finalement, c'est comme ça que j'ai réussi à écrire ce livre. Plus votre héroïne est contrainte par la dèche, par les difficultés financières, plus votre livre devient fou, plus votre style devient fou, plus vous faites exploser la langue. Oui, moi j'avais la volonté aussi formellement de continuer une tradition littéraire, pour le coup qui est assez peu présente en France et qui est la tradition un peu de Laurent Stern. Alors Diderot a fait ça avec Jacques le Fataliste, mais et Raymond Federman, un auteur franco-américain, a fait ça avec Amer Eldorado, un bouquin qui s'appelle Retour aux fumiers, qui est on se permet tout, il y a des lecteurs qui interviennent, il y a la typographie qui bouge. Et c'est un truc très potache en fait, pas du tout sérieux, pas du tout
pompeux ou pontifiant, comme souvent, malheureusement, en France, on croit devoir être quand on fait de l'art. Donc, du coup, ce qui m'intéressait en lisant ces bouquins-là, en effet, c'est d'amener cette espèce d'énergie vitale, cet élan, cette fantaisie, en fait, dans un livre. Et donc, ça a rencontré cette thématique-là. Mais en fait, je pense que c'est pour ça qu'on parle difficilement de la dèche, déjà parce qu'on n'en a pas particulièrement l'expérience, et puis après que ça fait des bouquins très très lourds, si on les fait juste comme ça. Et ensuite, parce qu'il faut trouver le dispositif formel qui permet de faire avaler la pilule, en quelque sorte, au lecteur. Il y a plein d'inventions de mots, même, dans votre... Oui, parce que quand des personnages qui interviennent, les verbes introductifs au dialogue, en fait, sont des mots valises. Il y en a 2 en un, voilà. Oui, c'est votre Maman inquiète Marmot Grua. Oui, c'est ça, c'est continue Nia. Donc en fait, on voit que c'est dans le texte que ça se passe. Non seulement on voit bien que c'est pas un personnage réel, enfin réel dans le récit, on voit que c'est une voix qui intervient dans le récit principal pour commenter le récit, pour le détourner. Donc ça permet et puis c'est très drôle aussi. Même si j'en avais inventé beaucoup d'autres. Notamment des termes de musique, des termes de parole. Enfin, il y a pas mal d'inventaires à un moment donné, mais j'essaie de me contrôler pour que mes délires restent... qu'on arrive à me suivre, en fait, dans mes délires. Que ce soit plus, alors, on arrive déjà à la fin de cet entretien pour la partie TLM, donc on souhaite à bientôt aux téléspectateurs de TLM pour une nouvelle émission de l'autre direct. Mais l'émission continue, par contre, sur lyoncapital.fr et sur Internet. Alors, votre héroïne, Sophie... alors votre prénom, c'est un choix que vous avez fait, je vais vous l'expliquer, finalement pour vous moquer des journalistes. Oui, en partie non, parce qu'en fait, c'est pas que les journalistes, hein, moi je suis comme ça en tant que lectrice, c'est qu'on a tous envie de savoir qu'est-ce qu'il y a de vrai dans un bouquin par rapport à la vraie vie de l'auteur. Donc, tant qu'à faire, je mets mon nom, comme ça, voilà, ben oui, c'est moi, bien sûr, aucun problème. Mais comme en effet, il y a le diable qui apparaît dans le bouquin, comme j'ai 6 frères, c'est quand même relativement rare des familles de 7 enfants dans ma génération, et que mon grille-pain commence à déclamer des vers de Racine, ça devient un peu difficile quand même de penser que c'est moi. Voilà. Mais en même temps, j'ai mis aussi Sophie parce que je voulais faire tout ce que j'avais envie de faire et tout ce que peut faire la littérature. Et aujourd'hui, un truc qu'on a dérivé de l'autofiction, qui n'est pas du tout de l'autofiction, mais c'est de faire de soi-même un personnage de fiction. Voilà. Plutôt que de dire je vais faire ça de manière sincère, etc., je vais faire... Yann Moix l'a fait dans Naissance, par exemple. En plus, à ce moment-là, c'est très drôle parce que Yann Moix est le bébé qui est en train de sortir du ventre de sa mère. Donc en plus, il ne peut pas parler. Il ne parle pratiquement pas dans les 1000 pages du bouquin. Mais Houellebecq l'a fait aussi dans La carte et le territoire. Mais donc, j'ai pris ça, voilà, de même que j'ai pris la liberté de faire un conte pour enfants, de faire des scènes de cul, de faire... pas des poésies, mais j'ai mis des vers d'autres poètes que moi. C'était une des choses que permet la littérature et je voulais tout me permettre. Après, c'est vrai que c'est toujours un peu pénible parce qu'au fond, parce qu'on me demande toujours qu'est-ce qu'il y a de soi dans un bouquin et en plus, c'est comme si on déniait toujours aux artistes, en plus, plus particulièrement aux femmes d'ailleurs, de ne pas être capable d'inventer en fait. Mais je crois qu'on m'aurait posé la question, même si j'avais appelé elle Florence ou Sylvie, de toute manière. De toute façon, c'est incontournable. Voilà. Comme auteur, d'ailleurs, vous devez vous exposer personnellement, ce que vous appréciez pas trop, les séances de tournage pour les reportages, les séances de photographie. Oui, enfin, on va pas se plaindre non plus parce qu'on a une réception et que les gens demandent. Mais c'est vrai que Maupassant disait, c'est nos œuvres qui appartiennent au public et pas nos visages. Donc, nous, ce qu'on a à faire, c'est à faire des livres. Donc, tout ce que je pourrais dire du livre sera moins bien que le livre, à mon avis. Si j'ai vraiment bien réussi mon travail, c'est dans l'expérience du livre que vous pourrez vraiment comprendre ce que j'ai voulu faire et c'est pas en disant quoi que ce soit. De même, quand on doit se montrer, on sait très bien qu'on va toujours à l'image plutôt qu'à ce qui est dit. Et en même temps, moi j'ai envie de... j'ai des idées, je suis contente de parler de ce que j'ai fait et j'essaye d'aller chercher les gens en littérature. Tout auteur d'ailleurs est assez malheureux s'il n'est pas lu. Donc, en fait, j'ai aussi une volonté pédagogique, d'essayer de faire comprendre comment on peut faire de la recherche en littérature tout en faisant des livres qui soient populaires. Enfin, moi, j'essaie de tenir les deux. J'essaie de vraiment faire avancer l'art d'écrire. C'est ça qui m'intéresse personnellement en tant qu'artiste. C'est de continuer à chercher des formes nouvelles, de chercher des pistes nouvelles, pas refaire ce qui a déjà été fait. Et en même temps, je ne voudrais pas perdre tous les lecteurs. Voilà. Mais je pense que tous les écrivains voudraient faire ça, enfin tous les écrivains qui veulent chercher, il y en a qui ne cherchent pas. Mais
on est toujours très malheureux si on nous dit qu'on est illisible, qu'on est trop expérimentaux. Et vous aimeriez être lu par des jeunes lycéennes? Non, mais ça c'est vrai, parce que, en fait, surtout pour mon précédent roman, La Condition pavillonnaire, qui était un peu la vie parfaite telle qu'on nous la vend, on la survend dans le modèle petit bourgeois confortable. L'effet que je voudrais créer, c'est surtout que les jeunes filles, parce que c'est une femme qui parle, se disent « Ah, moi, je ne vais pas du tout vivre comme ça ». Voilà, comme en réaction de rejet, en fait, un peu comme quand on lit une vie de Maupassant. Là, celui-là, moi, je voulais l'écrire aussi pour que les gens qui sont au chômage se disent « Ah oui, voilà, moi aussi, j'ai vécu ça, c'est vrai, ça existe, elle a mis des mots dessus. » Voilà. Mais c'est vrai que c'est un bouquin plutôt jeune, dans le sens où, en fait, il est un peu starbé, quoi. Donc, et puis parce qu'il y a beaucoup de personnes retraitées qui lisent des livres. Et ce serait bien d'aller chercher la nouvelle génération de lecteurs. Des retours, vous avez des libraires de ce point de vue-là? Vous savez qui vous lit? Ah ça, non, pas pour l'instant, je vais pas faire de sondage. Alors, on voit dans cet entretien à Lyon Capitale que vous n'avez rien perdu de vos convictions, de vos combats. Avec la reconnaissance, vous savez qu'un jour, vous allez vous retrouver à l'hôtel de ville décoré par Gérard Collomb. Qu'est-ce que vous lui direz à cette occasion? Non, je pense que j'aurais beaucoup de mal à me retrouver à l'hôtel de ville avec Gérard Collomb. Hein. Non, je vois pas la scène. Non. Vous voyez pas la scène? Je vois pas la scène. Eh ben, en tout cas, on a lancé une idée. On verra si elle se concrétise un jour. Merci, Sophie Liveuil. Bonne promotion du Camp du Diable. Quand le diable est sorti de la salle de bain. Sorti, tout court. Si je prends des libertés avec le titre, c'est un hommage à votre livre. Voilà, tout à fait. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle émission de l'Autre Direct.